Les Allemands déclarent la guerre à la France le 3 août 1914. Les Français, où vont-ils poser leur défense? Ce qu'ils veulent, c'est reprendre l'Alsace et la Lorraine qu'ils ont perdues en 70. Donc, ils positionnent leurs forces, qui sont en bleu, sur les frontières de l'Est. Les Allemands, ils ont prévu un plan, le plan Schlieffen, depuis très longtemps. Ce plan Schlieffen, eh bien, violait un peu les contrats justement de neutralité des pays, puisqu'il s'étale jusqu'à la Belgique étant un pays neutre. Ils avaient l'intention de traverser la Belgique, et vous allez voir, ça c'était le plan, hein, c'est pas ce qui va se passer en réalité. Vous voyez que les armées, en tout cas la première, va contourner Paris, car le but c'était de prendre les soldats à revers et de les coincer bien sûr sur les frontières de l'Est. Voilà ce qui était prévu. Les Français, avec le plan Joffre, le plan 17, c'est surtout un plan défensif. Hein. Ils n'avaient pas vraiment un plan d'attaque, mais en tout cas, plan défensif sur ce secteur. Toutes ces villes, elles sont déclassées. Forcément, la Belgique est un pays neutre. Le jour où les Allemands, comme vous voyez, voilà ce qui va se passer, arrivent en Belgique, la Grande-Bretagne déclare la guerre, parce qu'elle avait signé un contrat disant que si la Belgique était violée dans sa neutralité, elle aiderait les Belges. Donc les Anglais, les Britanniques vont arriver ici par le port de Boulogne pour venir secourir eh bien, les Français et les Belges. Vous voyez, les villes de Liège sont attaquées, 12 jours pour prendre la ville de Liège. La ville de Dinan, les soldats allemands ont le droit de tirer sur les civils. Ça, faut bien le préciser, ça avait peur des francs-tireurs. 630 morts, dont des enfants de l'âge de cette petite fille, notamment. Donc voilà, vraiment une traversée extrêmement violente au niveau de la Belgique. On a tout de même eu 5000 morts et 14 000 prisonniers, ce qui est conséquent. Les Belges fuient, vont aller en France, vont dire aux Français, bien sûr, l'horreur de cette traversée des Allemands, qui vont également eh bien, partir en exode. Ici, les Allemands vont traverser la frontière le 22 août. Et vous voyez ici, ils arrivent ici, les Britanniques sont en rouge. Ils vont attaquer et défendre le Cateau pour retarder les divisions allemandes dans leur descente vers Paris. On aura 7500 morts, des Écossais, des Britanniques. Et à Maubeuge, la ville est complètement détruite. On va avoir 45 000 Français prisonniers. Ça représente 1/10 de l'ensemble des prisonniers de toute la guerre. Vous voyez, mais au moins, on a retardé une division allemande qui ne peut pas. Alors, donc, ici, au moins, on a retardé les divisions. Ici, voilà, les Allemands descendent. Ils devaient contourner Paris. Problème de logistique pour la première armée. Ils sont obligés de passer par là. Le gouverneur militaire qui est à Paris va donc engager tous les taxis parisiens, vous vous souvenez de cet épisode, voilà, les taxis de la Marne, pour emmener et ne pas trop fatiguer les soldats sur ce front qui fait 200 km de long. Et on aura la fameuse première bataille de la Marne, extrêmement meurtrière, qui affaiblira déjà l'armée allemande, mais aussi l'armée française. En tout cas, les Allemands ne peuvent plus descendre, impossible, c'est bloqué, qu'est-ce qu'ils vont faire? Trancher. Eh bien, ils veulent toucher la côte. Ce qu'ils voulaient, c'est les ports, pour avoir un accès, justement, sur l'océan Atlantique. Donc, ils vont essayer de prendre Calais, Boulogne, Dunkerque. Voilà. Donc, ils remontent. C'est ce qu'on appelle la course à la mer. Hein? Mais les Français vont-ils les laisser faire? Ben non, exactement. Donc les Français les prennent à revers, on est fond, vous voyez. Les Allemands continuent, des combats extrêmement violents sur cette ligne de front qui est en train de se former, mais ici ils ne peuvent pas aller plus loin, il y a la mer à Newport. Donc qu'est-ce qui se passe? On ouvre les écluses, c'est la bataille de l'Yser. Et le front se fixe, avec des combats très violents. Les Allemands prennent les points hauts, Lorette, Vimy, Lens, vous voyez, qui est pris à ce moment-là. Arras ne sera jamais occupé grâce au général Barbeau et à son armée, mais sera bombardé par contre. Hein. Et ensuite, donc, vous voyez, voilà, exactement le tracé de ce front. Voilà, exactement, exactement. Donc voilà le tracé de ce front, qui va perdurer 3 ans. 3 ans. Et on va passer à une guerre de position. Voilà, et une guerre de tranchées. Donc le sud de la... Il n'est pas du tout concerné par la guerre. Même Paris, hein, il n'est pas concerné par la guerre. Voilà. Toute la guerre, elle se passe ici. Et en attendant, donc on a une zone occupée par les Allemands. On a tout de même 1 600 000 Français qui vont être complètement isolés du reste de la France pendant 4 ans. Hein, 50 mois tout de même d'occupation. On ne sait absolument pas ce qui se passe dans cette zone-là. Voilà. 70% du Nord et 25% du Pas-de-Calais occupé par les Allemands. Le début de la guerre, il est paradoxal. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, ici à votre droite,
vous avez les chevaux. Alors au début, excusez-moi, au début, si on reprend un peu le type de guerre, on a fait les guerres napoléoniennes, et dans les guerres napoléoniennes, on a l'infanterie, la cavalerie, mais en même temps la cavalerie, eh bien, on chevauche un peu sur la partie infanterie. Et ici, vous avez un Écossais qui est à cheval. On réquisitionne aussi les régiments de dragons, ce sont des régiments de cavalerie, mais face aux nouvelles armes, quand vous avez ces mitrailleuses qui vous tirent 500 coups à la minute, est-ce qu'un cheval il peut résister? Ah non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux? Ils passent à l'arrière. Ils passent à l'arrière, soit pour emmener les prisonniers, soit pour les convois sanitaires, soit pour la logistique, mais on ne verra plus jamais un cheval sur les tranchées, évidemment, c'est pas possible. Voilà, donc, ici, on a encore des régiments de dragons au tout début, mais vous les voyez sur les photos, on les voit qui accompagnent les prisonniers à l'arrière. Autre chose, au début de la guerre, au moment de cette guerre de mouvement, il n'y a pas encore de tranchées. Quand on a un ennemi en face de toi, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de se protéger comme on peut, on fait un trou, mais c'est tout, il n'y a pas de tranchée. Mais surtout, quand vous avez vu comment c'était le front, eh bien, on se bat dans les rues, tout simplement, à la baïonnette. Et c'est là où on va utiliser davantage la baïonnette. On parle toujours de la baïonnette, mais c'est surtout dans ces combats-là qu'on l'utilisera. On fait des barricades et on se bat dans les villages pour prendre le village, vous voyez? C'est ce type de combat. Et là, on voit les morts dans les villages, qu'ensuite on va enterrer dans des cimetières provisoires. La ville d'Arras, elle n'est jamais prise, mais par contre, elle est bombardée. Le beffroi, il est touché le 21 octobre, les deux places, eh bien, elles brûlent. Et ça, c'est au tout début de la guerre. À l'extrémité, vous voyez dans la vitrine, vous avez un casque. Et en regardant les photos, vous remarquez que ce casque, c'est un casque de dragon. Voilà. Et ce casque de dragon appartenait à un lieutenant qui a participé à la bataille de Courcelette-le-Comte, à côté d'Arras. Et pendant cette bataille, on se battait encore comme au temps de Napoléon. Vous savez, les soldats, comment ils font? D'abord, ils ont quoi? Ah ben non, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Ils ont le pantalon rouge, le haut. Parce qu'à l'époque, au temps de Napoléon, il fallait voir les soldats. Maintenant, il faut se cacher. Il faut se camoufler. C'est pas du tout la même chose. Et ils étaient là, bras dessus, bras dessous. Et ils avançaient comme ça. Voilà. Au coude à coude. Mais ils traversaient les champs de betteraves, de pommes de terre, mais en face d'eux, qu'est-ce qu'il y avait? Une mitrailleuse. Ben oui. Alors, 800 morts en une journée. Vous voyez? Et on fait des cimetières provisoires avec des fosses communes. Parce qu'au début, Joffre avait dit, oh, vous enterrez tous ces hommes dans des fosses communes, on n'en parle plus. Et vous allez voir qu'au bout d'un an, les soldats vont tellement réclamer d'avoir une sépulture digne qu'on va enterrer tous ceux qu'on peut identifier dans des sépultures individuelles et les autres dans des fosses communes. Et ça, c'est grâce aux Allemands, parce qu'on a vu que les Allemands, ils avaient ce sens-là. Vous savez, quand on avait des petites avancées, on voyait ce qui se passait de l'autre côté, quand on traversait un peu la tranchée. Et on a vu que les Allemands enterraient leurs hommes individuellement. Donc les Français ont réclamé la même chose pour eux. Ça s'est passé à partir de 1915. Ici, donc ce casque, je termine avec ce lieutenant qui participe à cette bataille. Vous voyez qu'il a été touché, on voit l'impact, qui est juste sur le côté gauche. Et il est mort bien sûr, il est mort de ses blessures. Et le casque, il a été donné au musée de la guerre à Paris, qu'il a prêté ici au Centre d'histoire guerre et paix. On voit très bien, bon, d'abord c'est un très beau masque, c'est vrai qu'au niveau de l'apparat c'est magnifique, mais en même temps il est utilitaire dans le sens où vous voyez que la crinière, c'est du crin de cheval. Et le crin de cheval c'est extrêmement solide. Et ça protégeait à l'arrière des coups de sabre. Voilà pourquoi l'utilité en fait de cette queue que vous aviez par l'arrière. Alors, une fois que le front est installé, qu'est-ce qu'on creuse? Qu'est-ce qu'on va creuser? Des tranchées. Et on va aller voir ça à côté. Donc, c'est simple et les jeunes peuvent le dire. J'imagine qu'ils voient ça en histoire géo. On a donc la tranchée que vous avez derrière en rouge. Donc, la partie centrale, comment on appelle ça? Est-ce que vous vous souvenez? Entre les premières tranchées de chaque camp. Comment on appelle la partie au centre? Oui, le no man's land, la terre sans hommes. C'est là où se battent les hommes. On va avoir une première ligne de tranchée, donc du côté allemand, du côté français, qu'on appelle la ligne de tir. Puis une deuxième ligne qui est de soutien, une troisième ligne de renfort. Et derrière, on aura l'artillerie. Et encore des renforts. Mais schématiquement, on va dire ça comme ça. Comment on fait pour passer d'une ligne à l'autre? On a des boyaux de communication. Et généralement, ils ont des noms pour qu'on s'y retrouve. Mais regardez, quand vous avez une photo comme ici, avec toutes ces tranchées qui sont bien marquées en blanc, je
je peux vous assurer que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de vous dire hein, au niveau schématique. On est dans le secteur de l'os. On va y venir après. Comment on fait pour repérer un peu ce qui se passe chez l'autre? Est-ce que la petite fille, elle peut, je ne sais pas son prénom, Adèle, qu'est-ce que tu vois là-haut? C'est quoi? Tu ne sais pas? Alors, c'est un ballon, vous voyez? Un ballon dirigeable. Voilà, ça c'est le premier moyen pour repérer ce qui se passe et où l'ennemi a posé son artillerie. Ça c'est très important pour pouvoir viser bien sûr et toucher l'artillerie. On a d'autres moyens pour repérer de haut. Qu'est-ce qu'on a comme moyen, les profs? Les drôles. C'est drôle. L'avion. Ben oui, l'avion à l'époque c'est pas du tout pour les bombardements, hein. C'est uniquement l'avion. Attention, on va juste s'avancer pour laisser passer. Voilà. Donc c'est une aviation d'observation. Autre moyen, c'est le ballon captif. Vous savez ce que c'est le ballon captif? Alors le ballon captif c'est juste une montgolfière. Mais attention, hein, on ne laisse pas comme ça partir. Elle est reliée avec un câble jusqu'à un treuil. Donc ça peut aller, ça peut faire 1500 mètres de haut. Et là, on met une personne, un soldat, qui n'a pas trop le vertige, qui sait prendre des photos, et qui est chargé de prendre les photos de l'artillerie adverse. Vous voyez? Et après, on tire. Vous voyez, c'était pas évident. Hein. Voilà, donc les trois moyens pour pouvoir repérer ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que ça va? Ça va trancher derrière. Parce qu'elle paraît inviolable. Et ensuite, on va avoir des grands combats. Pour reprendre la crête de Vimy, n'oubliez pas, on n'a pas encore reprise. Donc on aura la bataille d'Arras, qui devait se poursuivre avec le chemin des dames. C'était ce qui était prévu hein, au niveau stratégie globale. Et la bataille de Cambrai, toujours à la suite de la bataille d'Arras. Alors localement, qu'est-ce qu'on a? Vimy, la crête de Vimy est reprise le 9 avril. Ça, c'est le seul succès. Le reste, Arras, ça commence très bien et ça piétine. Bullecourt, c'est une horreur pour les Australiens, énormément de morts, mais ça n'avance pas. La colline 70, ça c'est voilà, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Cambrai, c'est là où on va utiliser pour la première fois. Les gaz. Non. Non. Les chars. En fait, c'est pas la première fois, mais on va utiliser à grande échelle. Il y aura 500 chars d'assaut qui vont servir. Ça commence toujours bien et après ça piétine. Voilà. 1915, donc on fait un peu les choses en arrière. On va voir. N'oublions pas Ypres. 5 batailles. Une région complètement dévastée. Hein. L'Artois, évidemment, 2 batailles d'Artois. La deuxième et la troisième, puisque la première c'était en décembre. Ici, on ne va pas oublier que sur ce secteur, vous avez l'île. Et l'île est défendue parce qu'il y a une côte, la côte d'Aubert, ce qu'on appelle la côte d'Aubert. Elle fait 10 mètres de haut. Hein. Bon. Mais il n'empêche qu'il faut la traverser, cette côte d'Aubert, elle est très bien défendue. Aubert, Neufchâtel, Fétubert, 3 batailles avec énormément de victimes, tout ça pour rien. On n'avance pas. Et après, vous avez donc les batailles d'Arras. Donc Verdun à partir de février, et puis la Somme à partir du 1er juillet. 20 000 morts. Alors on organise Fromelles pour essayer de ramener l'armée allemande vers le nord. Hein, 5 000 victimes. Vous voyez? Donc à chaque fois, meurtrier et on n'avance pas. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on va voir dans cette partie-là. Alors, et ici, vous voyez que cette guerre de mouvement, elle reprend à partir de mars. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de mars 1918? Pourquoi on est de nouveau dans une guerre de mouvement? Quels sont les événements qui vont faire que la guerre, elle va reprendre? L'arrivée des Américains. Oui. Les Allemands ont très peur de l'arrivée des Américains. Ils avaient déclaré la guerre en avril 17. Hein. On est en mars 18, ils ne sont pas encore vraiment là. Ils mettent le temps à arriver, les Américains. Hein. Mais en tout cas, les Allemands avaient peur. Bon, ça c'est une première chose. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on oublie toujours, enfin on n'oublie pas, mais on parle que de notre front occidental, mais il y avait un autre front que devaient gérer les Allemands. Les Russes. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe sur le front russe en 17? La révolution. Voilà, la révolution bolchevique. Les Russes sont épuisés, ils arrêtent la guerre avec un traité, le traité de Brest-Litovsk. Voilà. Et du coup, les Allemands, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Allemands qui étaient sur le front russe. Ils vont rapatrier. Et ils arrivent chez nous. On est d'accord. Donc ils sont plus nombreux, mais en même temps, ils sont épuisés parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Il ne faut pas oublier ça. Hein. La ration a diminué de moitié hein, depuis le début de la guerre par journée. Alors,
Donc, ils arrivent sur notre front et ils vont tenter le tout pour le tout. Et on n'a plus rien à perdre maintenant. Il faut qu'on fasse des percées dans le front parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Avant que les Américains n'arrivent. Donc, ils vont tenter plusieurs percées ici sur notre front. Alors, nous, dans le nord, on va voir qu'il y a eu 2 percées. Il y a une percée entre Amiens, vous savez, la Somme. Pourquoi? Parce qu'à partir de mars 1916, l'armée française, elle va où? Elle va vers Verdun. Et le nord est géré par les Britanniques. Alors d'un côté on avait les Britanniques et au sud on avait les Français. Et au centre, les Allemands ont voulu attaquer pour séparer les 2 armées. Qu'ont fait les Français? Ils ont mis un général en chef, Foch, pour gérer. Voilà. C'est ce qui va se passer. Vous voyez ici? Voilà, c'est l'objet de cette première attaque, c'était de diviser l'armée française avec l'armée britannique. Et on va avoir une deuxième attaque ici, au niveau de l'emplacement des Portugais. Les Portugais, les pauvres. Je vous assure qu'ils l'ont pas eu belle. Hein. Ils sont intervenus dans la guerre, mais ils étaient épuisés. Ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas été relevés. Et le jour de la relève, les Allemands l'avaient entendu. Ils en ont profité pour attaquer là. Et du coup, tous les Portugais ont été tués. On ne voit pas tellement de cimetières portugais. Il y en a un seul. Ah oui? Il fait 1800. Ah oui? Il est à Richebourg, Ah, à côté de la bombe, d'accord. si ça vous dit quelque chose. Alors, regardez, Neufchâtel, voilà. C'est à côté de Neufchâtel, pas Neufchâtel. Ici donc, on va voir la percée vers le sud, et là, ça y est. Et là, vous voyez, Bailleul est détruit, hein, mais Trènes, Armentières, Merville, là, les Allemands sont à 4 km de Béthune, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils bombardent Béthune. Ils peuvent. 90% du centre est détruit. Oui, mais aujourd'hui, en fait, la soupe d'ortie est même ça sert pour des vertus médicales. Mais à l'époque, c'était ni pour la soupe, ni pour les vertus médicales, c'était c'est une fibre textile. Voilà. Donc on faisait des textiles avec l'ortie. Les Allemands, tout de suite, ils vont prendre des otages dès qu'ils arrivent. Et qui sont les otages? Le maire, le curé, l'évêque, le prélavé, etc. Voilà. Oui, tous les otages. Comme ça, ils sont sûrs que s'il se passe quelque chose, si les Lillois, les Vauétiens, les Valenciennois n'obéissent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tuent pas, ils les amènent en camp. Le camp de déportation d'Oswinter. Mais attention, ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est encore humain, j'allais dire. Voilà. Et ils les emmènent pour 18 mois, 2 ans, voilà, selon les infractions qui ont été faites. Face à tout ce régime, c'est tout de même difficile, on a un mouvement de résistance. Avec Louis de Béquigny, dont on a la croix qui est tout en haut à la chapelle. On a Léon Trullin, ce jeune de 18 ans, hein, qui va être fusillé par les Allemands. Et on a ici le comité Jacquet qui a fait, qui a protégé 200 aviateurs et britanniques pour les emmener après sur la frontière hollandaise, parce que c'était à la frontière hollandaise qu'il fallait faire passer les hommes. Ils ont été exécutés, fusillés, vous voyez, donc à la citadelle. Donc on a fait d'affiches rouges pour bien marquer ce qu'il ne fallait pas faire et qu'il fallait être obéissant vis-à-vis des Allemands. Et sur ce mur-là, vous avez tous les placards qui étaient affichés sur les murs de l'île pour dire ce qu'il fallait faire, ce qui est obligatoire de faire et ce qu'il était interdit de faire. Voilà. Ça, c'était aussi bien les Français qui mettaient les affiches. Non, oui, parce que regardez, vous avez le maire de Roubaix. Oui. Alors le maire de Roubaix, il était coincé, quoi. En même temps, il voulait protéger et en même temps, il y avait l'obligation, comme André Delsalle, qui était maire de Lille. Ils étaient vraiment entre deux, ils essayaient d'imposer leur point de vue, mais en même temps, voilà, les Allemands étaient là. Alors, tout ce qu'il faut faire, carte d'identité obligatoire, évidemment. Hein. Si on n'avait pas de papier, c'est pas grave, 2 témoins, ça suffit, hein, pour certifier qui vous êtes. Ensuite, on va tout recruter. Regardez les poules pondeuses, on est obligé de dire combien on a de poules et combien d'œufs elles font par jour, pour pouvoir en donner au prorata un pourcentage aux Allemands. Même chose pour mes poiriers, vous voyez, qui sont ici, donc de manière à donner aux Allemands. Et on prend tout. Voilà. Même chez soi, on est obligé de donner les poignées de porte. Enfin, vous savez, les trains de rideaux, enfin, tout est pris par les Allemands. Et en guise de sommier, vous avez quelques copeaux de bois pour dormir. Mais seulement toute la laine est prise par les Allemands. Et là, on a un petit film de propagande, hein, fait par les Allemands pour montrer comment les Allemands respectaient la population locale. Hein. Donc c'est amusant de voir ce film où vous avez Valenciennes, vous avez Cambrai, Lille, vous voyez, et le régime d'occupation.
Ils fondaient pas les cloches pour... Si, ils fondaient les cloches. Il était montré à qui ce film-là? Ah bah il était montré à la population pour montrer, pour dire, voilà, pour convaincre la population que l'allemand... La production minière, elle partait pas... Alors, la production minière, puisqu'on est sur le bassin minier, d'un côté on a des Valenciennes, et puis l'arrière de Lens avec Drocourt, etc. Là, Lens ne produisait plus rien, hein. De toute façon c'était sur la ligne de front. Mais l'arrière, c'est vrai qu'ils travaillaient pour les Allemands. Mais la production a été... c'était un peu compliqué, c'était pas à plein rendement. Par contre, du côté français, toutes les mines qui étaient du côté français ont vraiment travaillé à 100% et ont utilisé parfois l'arrêté allemand. Merci.